Nobook présente, avec l'autorisation de Conan Properties International et Brajlon, Conan, l'intégrale volume 3, L'heure du dragon, par Frédéric Knepp. Introduction. Le premier tome de l'intégrale des nouvelles de Conan a sans doute surpris certains lecteurs qui découvraient les écrits d'Howard pour la première fois. Certains pensaient y trouver la saga d'un jeune voleur devenant progressivement roi d'un puissant royaume au fil d'une longue carrière sanglante et méthodique. Or, la série commence justement par une nouvelle mettant en scène un Conan déjà roi d'Aquilonie et qui, loin d'apprécier le pouvoir, semble regretter sa liberté passée. On ne trouve aucune trace de volonté carriériste chez le Cimmérien, dont toute la philosophie se résume au contraire à prendre la vie comme elle vient. Il me suffit de vivre ma vie intensément, tant que je peux savourer le jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente de bras à la blancheur d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se teintent d'écarlate, je suis satisfait. D'autres ont peut-être découvert avec surprise que Conan, lors de ses périples dans les contrées glacées de l'âge iborien, était capable de troquer son pagne de fourrure contre des vêtements chauds adaptés au climat et qu'il ne versait pas de larmes à la disparition de Béli. D'autres encore pensaient y trouver un barbare lourdeau à l'accent germanique dont le credo se résumerait à écraser ses ennemis, les voir mourir à ses pieds et entendre les lamentations de leurs femmes, pour paraphraser Gengis Khan. Or, Conan est un Cimmérien, c'est-à-dire un ancêtre des Gaëls d'Irlande, agile comme une panthère. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, il n'est ni en train de tourner une roue, ni en train d'étriper ses ennemis, mais armé d'un stylo, occupé à dessiner les cartes de son royaume, ce que les savants de son royaume sont incapables de faire aussi bien que lui. Conan, en tout cas le Conan tel que conçu par Howard, est donc un personnage qui ne se laisse pas appréhender aussi facilement que cela. On ne sait rien de sa famille ni des origines, pas un mot sur sa mère, et on apprendra juste qu'il est fils d'un forgeron. C'est un personnage sans enfance et sans amis d'enfance, où il n'en parle pas. Quant à la Cimmérie, il n'y remet jamais les pieds. Rares sont les personnages secondaires qui sont mentionnés d'une nouvelle à l'autre. On le quitte roi d'un pays civilisé à la fin d'une nouvelle, pour le retrouver voleur sans le sou au début de la suivante. Nous ne connaissons pas le détail de ses périples. S'il devient roi, c'est parce que l'occasion se présente à lui, pas par suite d'un projet longuement mûri au fil de plusieurs nouvelles. C'est dire que toute tentative d'aborder le personnage et son évolution, en se basant sur la biographie du Cimmérien, risque de se heurter à un écueil considérable. Les nouvelles du premier volume de la série pouvaient se diviser grosso modo en deux phases. Une première période expérimentale, au cours de laquelle Howard met en place sa création, l'univers dans lequel elle évolue, et pose au passage les jalons de toute l'héroïque fantasy moderne. Cette première phase se caractérise par des nouvelles souvent excellentes, aux personnages féminins rares, Athalie et Béli, mais exceptionnels. La seconde phase est plus commerciale, Howard ayant désespérément besoin d'argent. Le lien de cause à effet n'est sans doute pas innocent, car les intrigues semblent parfois artificielles et les personnages féminins aussi nombreux qu'insipides et dénudés. Ce second volume de l'intégrale couvre la phase suivante de la carrière du Cimmérien, qui s'étend sur les 6 premiers mois de 1934. Et encore une fois, ce sont les événements de la vie d'Howard qui permettent d'éclairer au mieux l'évolution du personnage. Au cours des premiers mois de l'année, et sur les conseils de son agent, Howard s'essaie avec succès à quantité de genres différents, ce qui lui permet de s'assurer des revenus importants pour l'époque, les années qui suivent la crise de 1929, et la région, une petite ville au fin fond du Texas rural. Devenu l'un des correspondants majeurs de Howard Phillips Lovecraft, autre pilier de Weird Tales, le Texan, visiblement impressionné dans un premier temps par l'érudit de Providence, prend de l'assurance et se lance dans une joute épistolaire aux proportions épiques, rivalisant avec, puis dépassant le maître. Weird Tales semble en meilleure forme financière et Howard louche du côté de l'Angleterre, après avoir reçu des signes encourageants d'un éditeur de ce pays, laissant augurer une prochaine parution de ses œuvres en recueil. Les récits qui composent ce recueil sont donc à l'image de cet auteur au sommet de sa forme. De toute évidence, Howard s'amuse et joue de sa création. L'âge iborien s'enrichit considérablement sur le plan géographique. Howard y recycle régulièrement le fruit des recherches effectuées
pour la rédaction de ses récits historiques ou d'aventures contemporaines. Conan est désormais un personnage bien rodé. Les personnages secondaires s'étoffent, voire notamment Kemsa et Jitara dans le peuple du Cercle Noir. Les récits prennent des proportions épiques, tant sur le plan de leur longueur que du contenu. Si le premier volume comportait 13 nouvelles, celui-ci n'en comporte que 2 et un roman. Conan n'y est plus un simple voleur ou un jeune barbare inexpérimenté découvrant une civilisation dont il a bien du mal à comprendre les codes. C'est un combattant aguerri, chevauchant à la tête d'armées moyenâgeuses ou de hordes de nomades, fortes de plusieurs milliers d'hommes. Nombre de passages sont tout simplement jubilatoires. Conan, à bord de l'Aventurier au chapitre 15 de l'Heure du Dragon, en est certainement le meilleur exemple. Voire anthologique, la scène de la crucifixion dans Une sorcière viendra au monde. Conan n'est plus le barbare des premières nouvelles. Il est devenu un personnage hors du commun, bigger than life. Sans le savoir, il est également en train de s'assurer une postérité littéraire et même extra-littéraire. Howard suit une progression similaire. Il prend des libertés avec les conventions de l'époque et les jurons et expressions trop appuyées seront d'ailleurs systématiquement censurés par les éditeurs. Là où ses concurrents mettent en scène des duels propres entre des personnages s'exprimant dans un langage fleuri aux sonorités élisabéthaines, les personnages howardiens sont violents, pragmatiques et jurent volontiers, à l'image du monde iborien et du nôtre au passage. Ces récits alternent entre moments poétiques, épiques et horrifiques, avec une redoutable maestria. Mais c'est surtout dans la construction de ces récits qu'Howard se montre là encore d'une rare modernité. Que l'on aime Une sorcière viendra au monde ou pas, l'architecture de cette nouvelle et son traitement du temps y sont remarquables. Racontée en grande partie en voix off et sous forme épistolaire, la nouvelle est totalement dominée par un cimmérien qui n'apparaît pourtant que dans quelques pages du récit. Débarrassé des scories qui pouvaient émailler les premières nouvelles, ce second volume est donc celui de la démesure et de l'épique, de hauts faits et de rebondissements incessants, le tout peint dans les couleurs vives de l'âge iborien du début 1934, parenthèse magique dans la vie du Texan. Bientôt, la réalité allait reprendre ses droits. En attendant le 3e volet de la série, qui conclura cette saga sur une note autrement sinistre. Patrice Louinet.